Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Nissan PAO de 1990. Donc les amis, nous voilà partis pour le test de la Nissan PAO. Et vous le voyez, je ne suis pas seul. Comme pour les autres tests de voitures rares et japonaises, je suis avec Laurent. Bonjour à tous. Donc, si vous suivez ma chaîne régulièrement, vous nous avez déjà vu tester la Nissan P1, qui est donc la première de la Pike Factory. Laurent nous réexpliquera d'ici quelques minutes ce qu'est la Pike Factory. Aujourd'hui, on est sur la deuxième voiture de cette Pike Factory, la Nissan PAO. Donc, je demande à l'expert, raconte-nous un peu, c'est quoi cette PAO et c'est quoi la Pike Factory? Alors, Pike Factory, pour revenir, c'est un projet que Nissan a lancé au début des années 80. Le but était de chercher des nouveaux... Déjà de trouver de nouveaux clients. Plus jeunes peut-être. Ils avaient peut-être? des clients plus jeunes parce qu'ils avaient un problème de clients. À cette époque, Nissan, c'était un peu considéré avec la Cédric comme la voiture des chauffeurs de taxi. Donc des nouveaux clients et essayer aussi de découvrir des nouvelles tendances. Du coup, ils ont fait appel à un designer, Naoki Sakai, qui est un monsieur qui a commencé sa carrière à la fin des années 60 en Californie à vendre des t-shirts avec des signes tribaux, des choses comme ça. Et c'est un designer assez reconnu. Donc, ils ont présenté la B1 qui était la première, tu en as parlé. Qu'on a déjà présenté. Et par la suite, on a eu cette PAO et pour finir, la Figaro, donc que tu as déjà testé. Qu'on a déjà testé ensemble également. Déjà testé, voilà. Donc l'idée, c'était effectivement de faire du néo-rétro. Comment dire, la particularité de cette PAO, c'est que toute la carrosserie est spécifique au modèle et même l'intérieur. Et même l'intérieur, parce que les boutons, le compteur, le volant. Volant qui est magnifique d'ailleurs, on a l'impression qu'il est en ivoire et on a les petites rainures derrière pour bien placer nos doigts. Personnellement, j'adore. Et en fait, sur les Pike Factory, chaque voiture a énormément, comme tu dis, de pièces spécifiques. Et c'est même pas croisé entre les gammes Pike Factory. Ouais, c'est exclusif. Elles ont un volant exclusif, des commodos exclusifs. C'est vraiment très recherché, quoi. En fait, le détail est poussé très très loin. Oui, oui. Parce que si on regarde la planche de bord, c'est relativement simple. C'est une planche qui est plate. On a le gros compteur blanc au milieu qui nous indique uniquement la vitesse. Il n'y a pas de contour. Et les quelques boutons qui sont sur le tableau de bord ressemblent un petit peu dans leur forme à ce qu'on aurait sur une Figaro, mais ce ne sont pas les mêmes. Non. Parce que sur la Figaro, ils sont en fleur de lys. Voilà, sur la Figaro, ils reprennent le motif fleur de lys et de mémoire, ils sont chromés. Oui. C'est du plastique chromé, mais ils sont chromés. Alors c'est pareil, c'est des basculeurs, néanmoins, ils sont spécifiques. Donc là, sur les voyants, enfin sur les boutons que j'ai face à moi, il y en a un pour le dégivrage arrière, il y en a un pour les feux de détresse, et j'ai également la commande du toit qui est électrique. Électrique, oui. Ça pareil, on pourrait croire que c'est une vieille voiture, ça va être manuel, mais non, c'est électrique. Non, donc c'est un canvas top, on en parlait tout à l'heure. Alors pourquoi canvas? Parce que c'est un toit en toile avec canvas. Ouais. Voilà. Donc qui se rétracte, mais c'est le même type de toit qu'on a pu connaître sur les Austin Mini British Open. Ce sont les mêmes dimensions. Voilà. On va s'arrêter 2 petites secondes pour essayer un petit peu les performances de cette voiture. Donc on vous a dit que c'était sur une base de Micra. On a également donc un moteur de Micra. Alors on a la puissance phénoménale de 50 chevaux. Voilà, donc c'est un 4 cylindres en ligne, alimenté par carbu. Alimenté par carbu. Et puis donc 1 litre de cylindrée, c'est bien 1 ça? litre de cylindrée, 986 pour être plus précis. Mais 730 kg. Oui. Alors avec nous, un peu plus. Avec nous, un peu plus. Mais oui, les voitures de cette époque-là étaient encore très 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 légères par rapport aux monstres qu'on a actuellement.
Donc, on va voir ce que ça donne sur une petite accélération. Ici, c'est dégagé, il n'y a personne. On est à la campagne, on a une visibilité sur des centaines et des centaines de mètres. Alors, on a 2 vaches qui vont être très étonnées. On a deux vaches qui vont être étonnées. Donc, on va essayer de faire un petit 0 à 100, voir comment ça se comporte. Il n'y a pas de contour, donc j'ai juste essayé de ne pas me bouffer le rupteur. Et puis voilà, donc je rappelle, boîte méca. Allez, c'est parti. Et bien sûr, vu que c'est une Micra, c'est une traction. Voilà. Let's go. Allez, j'accélère à fond. Je passe la 2, on arrive à 60, 80, 90 et 100. Eh bien, je peux dire une chose, c'est que ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait ça. Donc finalement, là, le moteur, il rechigne pas. Il ne rechigne pas du tout. Il monte bien dans les tours. Avec la boîte mécanique, ça se passe très bien. Là où avec la boîte automatique, la boîte automatique, c'est un peu plus aseptisé, dirons-nous. Non, mais c'est même... c'est pire qu'aseptisé. On se sent pas en sécurité quand on a besoin de doubler des choses comme ça. Les boîtes automatiques de cette génération-là, ça bouffait énormément en fait, la tout puissance. passe dans le convertisseur. Et en plus, souvent, c'était des boîtes qui a 3 rapports. Voilà. Donc, alors avec un overdrive, mais bon, de toute façon, l'overdrive, c'est juste pour descendre un peu en régime moteur. Ça donc, fait pas gagner. donc là, vous l'aurez quoi que ce compris, soit. aujourd'hui, on a la meilleure version, toit ouvrant, boîte mécanique et toutes les options de l'époque. Et toutes les options de l'époque. Alors, tout à l'heure, on parlait aussi, il y a l'autoradio, là, vous le verrez un peu plus tard. Et cette voiture, pour parler un peu de son image voiture de plage, Nissan proposait un boombox dans lequel on intégrait l'autoradio, parce que l'autoradio peut s'extraire très facilement. D'accord. Tu as vu, il y a 2 poignées qui sont prévues de chaque côté de l'autoradio. Et donc, on pouvait rentrer l'autoradio dans le boombox et aller faire la fête à la plage. D'accord. Pourquoi pas, à l'époque, il y avait vraiment des options improbables. Hein. En fait, sur toutes ces... Enfin, le designer, là, toute l'équipe, ils sont allés très loin. Ils ont vraiment cherché à proposer toute une gamme de produits. Alors, je ne sais pas si ça a été le cas pour la PAO, mais par exemple, pour la B1, il y avait un magasin B1 où vous pouviez aller acheter des accessoires dédiés B1, qui étaient à Tokyo. Bon les amis, on a déjà parlé longuement de l'histoire un peu de la création de cette voiture. Maintenant, il va falloir que je vous décrive comment ça se conduit. On vient de voir que le 0 à 100, ça se faisait déjà pas trop mal, Voilà. pour une voiture de 50 chevaux, je le rappelle. Maintenant, moi ce que j'adore tout de suite quand on conduit cette voiture, c'est les espaces vitrés. Des angles morts, il n'y en a quasiment pas. On a des montants très fins, comme souvent sur les voitures un peu anciennes. On a des espaces vitrés gigantesques. En plus, ce sont des vitres simples, elles ne sont pas incurvées, c'est vraiment c'est du verre plat. Voilà, c'est que du verre plat. On a des petites custodes un peu partout. On n'a pas d'angle mort. On est parfaitement à l'aise dans cette voiture. Et ça, pour le coup, c'est tellement rare quand on compare aux véhicules modernes que là, c'est un véritable bonheur. Et j'ai eu l'occasion de me mettre derrière. Et même derrière, on a ce sentiment avec la luminosité. D'ailleurs, je vous mets tout de suite l'extrait quand je me suis mis derrière. Je vous donne mes impressions à l'arrière. Donc les amis, me voilà à l'arrière de la PAO. Et finalement, c'est plutôt logeable. Je vais essayer de rabattre le siège. Donc là, il est le plus vers l'avant possible, hein, et j'ai encore de la marge moi pour mes jambes. La sellerie est strictement identique, que ce soit devant ou derrière. On a le même genre de tissu. Et franchement, c'est une petite voiture, hein, donc je me doute bien qu'on ne mettra pas d'énormes adultes à l'arrière, mais ça passe plutôt bien. Ce que j'apprécie aussi bien devant que derrière, c'est la luminosité. On a d'énormes espaces vitrés un peu partout. On a aussi de la luminosité bien sûr apportée par le toit ouvrant. Vous voyez la petite touche un peu classe. On a sur les côtés des petites lumières d'ambiance. Franchement, je trouve ça très cool. Et on a comme particularité à l'arrière d'avoir les vitres qui sont entrebâillables, mais pas de la manière habituelle. On peut ici pousser
et vous avez un jour qui se crée. Franchement, c'est plutôt pas mal. Je me demande ce que ça donne comme flux d'air lorsqu'on est en train de rouler. Mais ça contribue au côté atypique de la voiture. Sinon, à l'arrière, c'est relativement simple. On a peu de rangements. En fait, les seuls vrais rangements sont dans les sièges. On a presque comme des sacs à dos qui servent de vide-poche. Donc ça, bien sûr, c'est d'origine sur la voiture. On a des haut-parleurs de chaque côté derrière. Et petite particularité, vous voyez qu'il y a bien des ceintures derrière, mais ils n'ont pas d'enrouleur. C'est vraiment à l'ancienne. Et puis voilà, quoi, c'est simple, mais on peut très facilement mettre des adultes derrière, c'est pas un problème. Donc vous avez pu voir, hein, à l'arrière, finalement, c'est une petite citadine tranquille. Elle est homologuée 5 places, il me semble. Homologué 5 places, oui. Donc vous l'avez vu, hein, des mecs comme moi derrière à 3, c'est pas possible. Déjà à 2, ce serait limite. Faut être intime. Voilà, non mais en fait c'est juste que la voiture est courte, hein, elle n'est pas longue. Donc si vous avez des gens à l'avant qui reculent beaucoup leur siège, derrière on a presque plus de place pour les jambes. Ça c'est peut-être le seul souci si vous voulez mettre des adultes derrière. Néanmoins, homologué 5 places. Et bien sûr, vu que c'est une voiture qui est quand même conçue pour être pratique, c'est une Micra à la base, hein, donc on a des rangements. La particularité stylistique de cette Pao par rapport à une March ou une Micra, c'est le coffre à l'arrière. Voilà. Il s'ouvre en deux parties. On a une partie vitrée qui s'ouvre vers le haut. Alors malheureusement aujourd'hui vous avez vu voir qu'on est obligé de le tenir parce que les vérins sont un petit peu vieux. Et malheureusement pièce spécifique qui est quasiment irremplaçable. Voilà. Mais le coffre est plutôt pas mal pour une voiture de cette taille. C'est très large. Alors, oui, tu l'as montré, le dossier est rabattable. Oui. Et pour faire un plancher plat, on peut aussi démonter l'assise. En fait, l'assise sortir assez facilement. Et du coup, on a un plancher plat. Ok. Voilà, oui, en rabattant la banquette. Mais pour revenir là sur ce Ion avec sa cinématique en deux parties, en fait, c'est là aussi où on voit le côté plage de la voiture, parce qu'en fait, on peut s'asseoir. On peut s'asseoir sans casser le mécanisme. Sans casser le mécanisme, voilà. Quand tu parlais aussi de ce qui est à l'ancienne, oui, il y a peu de rangement. On a quand même une grande tablette. Et alors, une boîte à gants, tu l'as sûrement montré, qui est ouais, anecdotique. Anecdotique, voilà. Il n'y a aucune profondeur en fait dans la boîte à gants. Il y a l'espace de rangement principal en fait c'est en dessous, hein, sur l'espèce de tablette. Et puis non, la console centrale est vraiment très 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 simple, pour pas dire simpliste. Allez, je suis en ville, essayons d'avoir une conduite un peu dynamique. La vitesse passe vraiment bien. Après, tous ceux qui ont déjà utilisé une Micra avec ce genre de moteur, vous savez globalement comment ça se comporte, hein. Je sais juste que ils ont décidé visiblement à la création du véhicule pour lui donner un petit côté, enfin un petit comportement similaire à une 2 chevaux. Il semblerait qu'ils ont volontairement rehaussé le centre de gravité pour qu'elle tangue un peu. C'est possible, oui, parce que... J'ai lu ça sur un article, j'ai trouvé ça tellement improbable. Logiquement, personne ne cherche à rehausser le centre de gravité, c'est plutôt l'inverse. Non, mais il y a cette... au Japon, là, il y a cet attrait pour toutes ces voitures françaises, que ce soit les R4, les 2 chevaux. De les voir aussi dans les films, de voir avec... Ils aiment bien, hein, Louis de Funès, les films là, avec la 2 chevaux qui se baladent dans tous les sens. Mais après, il ne faut pas oublier également que dans les années 90, il y avait un vrai engouement des Japonais pour la France. Tout à fait. Qui n'existe plus vraiment à l'heure actuelle, il faut l'avouer. Mais ça peut justifier l'esthétique de cette voiture et les inspirations qu'ils ont choisies. Oui, tout à fait. Donc là, justement, j'arrive dans un virage. Je ne suis pas vive allure, je suis à 60. Et ouais, on sent déjà que ça tangue un petit peu, hein. Ça tangue un peu. Là, je vais maintenir ma vitesse dans ce prochain virage. Alors, ce que je trouve bien, c'est qu'elle s'effondre pas. Hein. Là, en faisant la route ce matin, des côtes, si on les a démarrées, si on a démarré la côte à 110, on arrive... Compteur. On arrive à 110 à peu près en haut de la côte. Elle s'effondre pas, franchement. Ouais, le moteur est suffisant. Oui, voilà. C'est pas une GTI, hein, c'est pas une voiture faite pour la performance, mais c'est suffisant. C'est suffisant. Allez, d'ailleurs, ici, je réaccélère, pied au plancher.
Et sans faire hurler le moteur, hein, je reprends les vitesses autorisées très rapidement. Là, je remonte à 90. Pas de problème, je peux même me mettre en 5. Et là, forcément, le moteur, bon, on ne l'entend plus. Hein. Voilà. L'échappement actuellement, c'est celui d'origine. Il fait très très peu de bruit. Le diamètre du tube est d'ailleurs ridiculement petit. Je ne sais même pas si on pourrait y passer 2 doigts. C'est plutôt sympa à conduire. Hein. On ne se sent pas sous-motorisé comme on pouvait avoir le sentiment avec les boîtes automatiques. Non. Parce qu'on a eu ce sentiment sur la B1. On a eu sur la Figaro. à peu près la même chose sur la Figaro. Ouais. Non, là, ça se conduit pas trop mal. Hein. Pour revenir un peu sur l'esthétique, vous voyez que c'est volontairement fait un peu à l'ancienne. On a des phares ronds. D'ailleurs, les optiques principales sont encore en verre. On a des clignotants eux aussi ronds. Et à l'arrière, c'est trois petits feux ronds également. Ça vieillit bien au niveau du style. C'est plutôt joli. Voilà, les répétiteurs latéraux sont aussi ronds. Pour parler d'ailleurs un petit peu plus de la technique, c'est vrai qu'on oublie un peu aujourd'hui d'en parler. Donc on a des roues en 12 pouces, oui. Donc c'est des petites roues. On a quoi comme frein là-dessus? Frein à disque? Frein à disque à l'avant, tambour à l'arrière. Tambour à l'arrière, donc classique pour ce genre de citadine. Donc boîte 5, ce qui était bien pour l'époque. Oui, c'est vrai qu'il y avait Micra, encore des boîtes 4. La Micra, chez nous, la boîte 5 était en option. Alors, prise d'info toujours aussi excellente. Je le réaccélère de nouveau. Ouais, elle est plaisante à conduire cette voiture. C'est des voitures malheureusement qu'on n'a plus en neuf. Voilà. Il n'y a pas d'équivalent, il n'y a aucune voiture qui serait vendue actuellement qui serait aussi légère. On a tous maintenant des véhicules qui font 1 tonne 5, voire beaucoup plus, qui sont pétés de chevaux justement pour compenser le poids. Oui, mais aussi de chevaux parfois qui sont écrétés parce que la boîte de vitesse ne va pas pouvoir passer tout le couple, va pas. Enfin, on est sur des choses assez. Bon, c'est très, très travaillé aussi, mais pas forcément. Enfin, c'est une question de goût. Moi, je dis tout n'est pas dans ma logique, en tout état de cause. Bon, pour revenir une énième fois sur la console centrale, vous voyez que le seul espace vraiment avec des boutons, c'est pour gérer la climatisation et tout ce qui est chauffage. Et sinon, vous avez un peu de dissimulé un peu plus bas, une prise 12 volts et la possibilité d'ouvrir le coffre depuis l'intérieur. Voilà. Bon. Au niveau de la consommation, ça donne quoi? On est sur du 5-6 litres. Ok. En fait, le problème, c'est que les gens s'imaginent tous maintenant que quand on a une voiture un peu ancienne, ça consomme forcément énormément. Non. Non. Quand on a une voiture modeste, ça consomme pas beaucoup. Hein. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs de nouveau l'embonpoint qu'a pris les véhicules au fil des années, qui font que même si on a de plus en plus de performance, la consommation est restée à peu près la même parce que les moteurs sont plus efficaces. Mais vu que les puissances ont augmenté pour compenser le poids, voilà. Finalement on consomme quasiment toujours la même chose, voire plus qu'avant. Voire plus qu'avant, oui. Les progrès technologiques n'arrivent pas à compenser cet embonpoint. Non, on se balade depuis tout à l'heure. Là on est sur des axes limités à 80. Franchement, aucune difficulté. Elle s'insère très bien dans la circulation. Donc aujourd'hui, on ne fera pas d'autoroute avec, mais je sais que tu l'as fait. Je l'ai amené par autoroute et c'est pareil, s'insérer leur démarrage au péage parce qu'on a encore des péages. Ouais. Je veux dire des péages où on s'arrête et on paye. Ça se passe très bien. Il n'y a pas de... C'est absolument pas ridicule. Ou il n'y a pas ce sentiment d'insécurité qu'on peut avoir parfois avec certaines voitures. Alors ici, on va tester un peu les freins. Ouais, c'est sûr que c'est pas du tout une sensation moderne, on n'a pas le freinage assisté surviolent, mais ça freine juste ce qu'il faut, quoi. De toute façon, de nouveau, c'était un véhicule looké, mais pas fait du tout pour le sport. Voilà, celle-là, d'ailleurs dans les Bike Factory, aucune n'est vraiment sport. Donc maintenant,
qu'on a vu quasiment toutes les caractéristiques de cette voiture. On va arriver dans la phase critique, le moment qui fâche. Combien ça vaut une voiture dans cet état-là? Combien ça vaut une machine totalement restaurée, importée depuis le Japon? Oui, ça c'est une question. Je vais essayer de répondre un peu différemment, mais enfin, construire ma réponse. Bon. Aujourd'hui, alors il y a beaucoup de gens qui m'ont trouvé que c'est cher. Une PAO, si vous voulez une belle PAO, notamment une boîte méca, Canvas Top, pour avoir quelque chose de bien, mais on va pas dire d'exceptionnel, on va dire quelque chose de bien. Il faut compter entre 8 et 10 000 euros. Ok. Voilà. Ça, vous avez la voiture homologuée avec le CT, avec après la révision. Je veux dire, là, de la carrosserie, parce que pour ce prix-là, ils n'auront pas une carrosserie et une peinture impeccable. Le toit, donc toute la partie sellerie, on double le prix. Voilà, c'est la réponse. Donc on est entre, suivant ce que vous avez eu la chance d'avoir et puis ce qu'il va falloir faire, on va être entre 15 et 20 000. D'accord, donc une comme celle d'aujourd'hui, c'est environ 20 000 quoi. C'est environ 20 000, voilà. Bon les amis, je pense qu'on a maintenant fait le tour des caractéristiques et globalement tout ce qu'on pouvait vous dire sur cette PAO. Si vous avez des questions, comme d'habitude, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez déjà eu l'occasion d'en voir une ou d'en essayer une, pareil, dites-nous ce que vous en pensez. Là aujourd'hui, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous en cherchez une, prenez-en une en boîte méca. Voilà. Clairement. La vraie conclusion, c'est C'est celle-là. ça. Si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à partager celle-ci sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite également à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, et à aller voir les autres véhicules du même genre qu'on a déjà pu tester ensemble avec Laurent. Il y en a déjà un bon paquet disponible sur la chaîne. Donc abonnez-vous, regardez les playlists, vous allez trouver du véhicule japonais insolite. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt et à tous. Et à tous.